Chapitre 1, l'appel. Herbert Durham s'était toujours vanté d'être un homme méthodique. À 42 ans, il dirigeait son entreprise de construction avec la même précision qu'il appliquait à tout le reste de sa vie. Mesuré, calculé, et toujours avec 3 coups d'avance. Ses mains calleuses agrippaient la poignée du caddie tandis que sa fille Cassie, 8 ans, sautillait à ses côtés, ses couettes rebondissant à chaque pas. « Papa, on peut avoir des céréales au chocolat ?» demanda Cassie en désignant une boîte colorée sur l'étagère. « Tu sais ce que ta mère dit du sucre ?» répondit Herbert d'une voix grave esquissée par un léger sourire. Malgré son air sévère, Cassie était son point faible. La seule personne capable de briser sa façade soigneusement entretenue. Le supermarché Westfield était inhabituellement bondé pour un mardi après-midi. Herbert remarquait tout. Le bourdonnement des néons au-dessus de sa tête, le grincement de la roue de leur caddie, l'énergie nerveuse de la caissière adolescente qui jetait constamment des coups d'œil vers le fond du magasin. 25 ans dans le bâtiment lui avaient appris à décrypter les environnements, à repérer les anomalies. Son téléphone vibra. Le nom de Brooke apparut à l'écran. « Dans quel rayon êtes-vous » Sa voix était tendue, contrôlée, si bien qu'elle mit Herbert en alerte. « Le rayon des séries. »« Quoi ?» Il garda un ton décontracté, mais ses yeux scrutaient déjà le magasin, cataloguant les sorties et les menaces potentielles. « Lâche le chariot, prends la main de Cassie et avance vers l'avant du magasin. » La voix aiguë de Brooke tranchait à présent le bruit ambiant du supermarché comme une lame. Les pensées d'Herbert s'emballèrent. En 12 ans de mariage, il n'avait jamais entendu sa femme utiliser ce ton. Brooke était bien des choses. Autoritaire, ambitieuse, parfois froide, mais jamais paniquée. « Mais on n'a pas fini nos courses », murmura-t-il instinctivement en attirant Cassie plus près. « J'ai dit maintenant. » Le cri dans le téléphone fit se retourner plusieurs clients. Sans hésiter, Herbert prit Cassie dans ses bras et marcha d'un pas rapide vers l'entrée du magasin. Les bras de sa fille s'enroulèrent autour de son cou et il la sentit trembler. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas ?» murmura-t-elle. « Rien, ma chérie. On part juste un peu plus tôt. » Alors qu'ils atteignaient le parking, le téléphone d'Herbert vibra, un SMS de Brooke lui ayant envoyé « Ne rentre pas tout de suite. Va chez ta mère. Je t'expliquerai plus tard. » Le trajet jusqu'à la maison de sa mère passa dans un brouillard. Vera Durham vivait dans la même modeste maison de campagne où Herbert avait grandi, et elle les accueillit à la porte avec son air habituel de non-sens. « On dirait que tu as vu un fantôme », dit-elle en scrutant le visage de son fils. « Cassie peut-elle rester ici ce soir ?» demanda Herbert, connaissant déjà la réponse. Sa mère avait toujours été son point d'ancrage, la seule constante dans une vie qui avait connu son lot de tempêtes. Bien sûr, mais de quoi s'agit-il ? Herbert tendit la télécommande à Cassie et attendit qu'elle se plonge dans des dessins animés avant d'entraîner sa mère dans la cuisine. Il s'est passé quelque chose au magasin. Brooke a appelé, me disant de partir immédiatement. Elle n'a pas voulu dire pourquoi. Les mains burinées de Vera agrippaient le bord du comptoir. Cette fille se comporte bizarrement ces derniers temps. Cachotière. Je l'ai remarqué quand elle dépose Cassie. Avant qu'Herbert puisse répondre, son téléphone vibra, une alerte info. Le titre lui glaça le sang. Fusillade active au supermarché Westfield. Plusieurs victimes signalées. Ses mains tremblaient en ouvrant l'article. 3 morts, 7 blessés. Le tireur s'était barricadé dans l'arrière-boutique avant de se suicider. L'horodatage indiquait que l'incident s'était produit exactement 15 minutes après son départ avec Cassie. Bon sang, murmura-t-il. Mais à mesure que le choc s'estompait, des questions l'envahirent. Comment Brooke avait-elle su ? Pourquoi avait-elle tant insisté sur l'heure ? Et pourquoi n'avait-elle pas voulu qu'il rentre immédiatement ? Ce soir-là, après avoir couché Cassie dans son ancienne chambre, Herbert s'assit sur le porche de sa mère et composa le numéro de Brooke. Il tomba directement sur la messagerie vocale. Il réessaya. Même résultat. « Elle t'a sauvé la vie aujourd'hui », dit Vary en le rejoignant sur le porche avec 2 tasses de café. « Peut-être, » répondit Herbert, mais le doute lui fit signe de la tête. D'expérience, les coïncidences étaient rares. Un timing pareil n'arrivait pas par hasard. Il passa la nuit à fixer le plafond, revoyant chaque détail de l'appel de Brooke. La façon dont elle avait su exactement où ils étaient, l'urgence dans sa voix, le message lui disant de ne pas rentrer. À l'aube, Herbert prit une décision. Il allait découvrir comment sa femme avait su leur sauver la vie.
Et s'il n'aimait pas ce qu'il découvrait, quelqu'un paierait. Chapitre 2. La découverte. Herbert rentra chez lui le lendemain matin et trouva Brooke dans la cuisine, préparant calmement le petit déjeuner comme si de rien n'était. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, ses yeux verts indéchiffrables. « Où est Cassie ?» demanda-t-elle. « Chez maman. Elle va bien. » Herbert scruta le visage de sa femme, cherchant un fil conducteur. « Il faut qu'on parle. » Brooke posa sa tasse de café avec une précision délibérée. À 38 ans, elle était toujours belle, le genre de femme qui faisait tourner les têtes aux fêtes d'entreprise et aux réunions d'affection en public. Mais Herbert avait appris à voir au-delà des apparences, à lire les calculs derrière son sourire. « Hier, j'ai vu l'alerte et j'ai paniqué. Je t'ai appelé immédiatement. Tu as appelé avant que la nouvelle ne soit connue. » L'espace d'un instant, le masque de Brooke a glissé. Herbert l'aperçut. Une lueur froide et calculatrice. « J'ai dû me tromper sur le timing. C'était traumatisant, Herbert. Notre fille aurait pu être tuée. » Herbert hocha lentement la tête, mais son esprit était déjà en ébullition. Il avait bâti son entreprise en se fiant à son instinct, et chaque instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. La semaine suivante, Herbert a commencé son enquête. Il a commencé par consulter le relevé téléphonique, usant de sa position de titulaire du compte pour demander des journaux détaillés. Ce qu'il a découvert l'a laissé bouche bée. Des dizaines d'appels à un numéro qu'il ne connaissait pas. Tous passaient à des moments où Brooke prétendait être au travail ou faire des courses. Le numéro appartenait à Gan English. Herbert connaissait Jean. Ils étaient allés au lycée ensemble, mais ils n'avaient jamais été amis. Jen était le chouchou, le quarterback de King, celui qui semblait promis à la gloire, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avait fini par gérer une concession automobile dans la petite ville où ils avaient tous grandi. Des recherches plus poussées révélèrent que Jen avait divorcé 2 fois. Il avait la réputation de courtiser les femmes mariées et avait récemment déposé le bilan. Il était aussi, selon les recherches d'Herbert, le nouveau coach sportif de Brooke à la salle de sport qu'elle avait rejointe 6 mois plus tôt. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Mais Herbert avait besoin de preuves. Il installa un logiciel de suivi sur le téléphone de Brooke, une simple application déguisée en optimiseur de batterie qu'elle ne remarquerait jamais. En quelques jours, il avait son empreinte numérique complète. Chaque SMS, chaque email et chaque position GPS. Leur liaison durait depuis 8 mois. Les messages entre Brooke et Jean étaient explicites, détaillés et remplis de discussions sur leur avenir commun. Mais un échange en particulier fit bouillir Herbert. « Jean, quand vas-tu lui dire ?»« Brooke, bientôt. Il faut juste que je trouve le bon timing. M'assurer que Cassie et moi soyons protégés. »« Jean, et l'argent ?» Brooke l'a déjà viré sur le compte offshore. Il ne le verra jamais venir. Herbert serra les poings en poursuivant sa lecture. Brooke avait systématiquement vidé leurs comptes joints, transférant de l'argent sur des comptes que Jean l'avait aidé à ouvrir. Elle avait aussi photographié des documents importants, des contrats commerciaux, des polices d'assurance, et même des plans de ses projets de construction. Mais le dernier fil de discussion a failli le faire basculer. Brooke, le plan a fonctionné à merveille. Les a fait sortir juste à temps. Jean, tu es sûr qu'il ne se doute de rien ? Brooke. Herbert n'est pas si malin. Il pense que je lui ai sauvé la vie. Le temps qu'il découvre la vérité, nous serons partis depuis longtemps. Jean est le tireur. Brooke a tenu sa promesse. Dommage qu'il ait choisi la solution définitive. Lucène est ligotée. Les mains d'Herbert tremblaient sous les conséquences. Brooke ne leur avait pas sauvé la vie. Elle avait tout orchestré. La fusillade au supermarché n'était pas un hasard. C'était une diversion, une façon de se faire passer pour une héroïne pendant qu'elle achevait le vol de ses biens. 3 innocents étaient morts pour que sa femme puisse brouiller les pistes. Ce soir-là, Herbert était assis dans son atelier derrière la maison, entouré de ses outils de travail. Marteaux, scies, machines électriques, instruments de création qui pouvaient tout aussi bien servir à la destruction. Il avait bâti cette entreprise à partir de rien. Il travaillait 18 heures par jour pour subvenir aux besoins de sa famille, et sa femme l'avait récompensé par la trahison et le meurtre. Il pensait à Cassie, en sécurité chez sa mère, ignorant que sa mère était une tueuse et une voleuse. Il pensait aux familles des victimes de la fusillade, en deuil tandis que Brooke et Jean célébraient leur braquage réussi.
Herbert Durham avait toujours cru en la justice. Mais lorsque le système échouait, lorsque les coupables étaient libres tandis que les innocents souffraient, il fallait parfois prendre les choses en main. Il commença un plan. Chapitre 3. Le plan. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la découverte d'Herbert, et il était tombé dans une routine minutieuse. Chaque matin, il embrassait Brooke et partait travailler, jouant le rôle du mari sans méfiance. Chaque soir, il rentrait chez lui et lui demandait comment s'était passée sa journée, hochant la tête avec sympathie tandis qu'elle mentait sur ses cours de yoga et ses réunions de club de lecture. Pendant ce temps, il recueillait des renseignements avec la même précision méthodique qu'il mettait sur ses projets de construction. Jane English vivait seule dans un duplex loué en périphérie de la ville. Sa situation financière était pire que ce qu'Herbert avait initialement imaginé. L'homme était criblé de dettes, au point de participer à un meurtre pour de l'argent. Ses ex-femmes avaient toutes deux déposé des ordonnances restrictives contre lui, et ses dossiers d'employés faisaient état de harcèlement systématique de la part du personnel féminin de la concession. Herbert découvrit également que Gann avait un faible pour le jeu. Tous les jeudis soirs, il assistait à une partie de poker illégale dans l'arrière-salle du Murphy's Bar, un bar miteux du mauvais côté de la ville où l'argent circulait sans que l'on pose de questions. L'emploi du temps de Brooke était tout aussi prévisible. Elle retrouvait Jean dans un motel bon marché tous les mardis et vendredis après-midi, annonçant à Herbert qu'elle était à la salle de sport. Elle se rendait aussi régulièrement dans un garde-meuble à l'autre bout de la ville, où Herbert la soupçonnait de cacher des documents volés et peut-être de l'argent liquide. Mais la découverte la plus importante d'Herbert lui vint d'une source inattendue. Marcus Webb, un détective privé qu'il avait engagé pour enquêter sur la fusillade du supermarché. Marcus était cher mais discret, un ancien inspecteur de police spécialisé dans les affaires que les autorités ne pouvaient ou ne voulaient pas poursuivre. Le petit ami de votre femme a des amis intéressants. Marcus a fait son rapport lors d'une réunion dans un restaurant en dehors de la ville. Jane English fréquentait Wilson Burgess, un criminel de carrière spécialisé dans le recrutement de personnes désespérées pour des bas-fonds. Herbert serra les dents. Le tireur. Lloyd Haney, 23 ans, aux prises avec des problèmes de santé mentale, croulant sous les dettes médicales après le traitement contre le cancer de sa mère. Quelqu'un a payé ses dettes et lui a promis plus d'argent pour tirer sur le supermarché. D'après mes sources, il était censé tirer quelques coups de feu et disparaître, mais il a paniqué à l'arrivée des agents de sécurité. Ils ont donc recruté un jeune malade pour commettre un meurtre. Et quand il est devenu un fardeau, ils l'ont laissé mourir plutôt que de risquer d'être découvert. Marcus a glissé un dossier sur la table. J'ai des relevés bancaires montrant des paiements d'une des sociétés écrans de Jean aux créanciers de Haney. Votre femme et son petit ami sont complices d'un meurtre. Herbert a étudié les documents. Il réfléchissait déjà aux implications. Pouvons-nous porter l'affaire à la police? Les preuves sont circonstancielles. Suffisamment solides pour soulever des questions, mais pas assez pour une condamnation. Ces gens ont bien couvert leurs traces. Marcus s'est adossé à son box. Mais ce n'est pas pour ça que vous m'avez engagé, n'est-ce pas? Herbert a croisé le regard de l'enquêteur. Marcus avait passé 30 ans à travailler sur des affaires où les coupables s'en sortaient pour des vices de forme, où la justice était un luxe que le système ne pouvait pas se permettre. Il comprenait que parfois la loi ne suffisait pas, j'ai besoin de connaître leur plan, a dit Herbert. Quand ils partent, où ils vont, combien d'argent ils ont volé, et... Ensuite je m'assurerai qu'ils ne fassent plus jamais de mal à personne. Ce soir-là, Herbert était assis dans son bureau et examinait les rapports de renseignement de Marcus, tandis que Brooke regardait la télévision dans le salon. Selon Intercepted Communications, Jane et elle prévoyaient de disparaître dans 2 semaines. Ils avaient déjà acheté de fausses identités et réservé des vols pour le Mexique sous des noms d'emprunt. L'argent qu'ils avaient volé, près d'un demi-million de dollars sur le compte professionnel d'Herbert, plus 100 000 dollars supplémentaires sur leurs économies communes, attendait déjà dans une banque offshore. Ils avaient également volé des informations clients de l'entreprise d'Herbert, prévoyant de vendre des plans de construction et des informations sur les propriétés à des concurrents. Mais Herbert avait un avantage qu'ils ignoraient, il était au courant de toute leur opération. Il commença à se préparer. Il appela d'abord son associé, Denny Downey, et prit des dispositions pour prendre 2 semaines de vacances. Puis il consulta son avocat, soi-disant pour mettre à jour son testament, mais en réalité pour s'assurer que Cassie serait protégée si quelque chose lui arrivait. Plus important encore, il commença à rassembler les outils nécessaires pour la suite. Sur ces chantiers, il se procurait des matériaux impossibles à remonter jusqu'à lui. Cordes,
colliers de serrage, produits chimiques industriels et outils électriques. Grâce à ses contacts dans le secteur de la démolition, il obtenait des articles plus difficiles à trouver, mais tout aussi indispensables. Herbert avait appris la patience au cours de ses années dans le bâtiment. Un bon travail exigeait du temps, une planification minutieuse et une attention aux détails. Les mêmes principes s'appliquaient à la vengeance. En finalisant ses plans, Herbert pensait aux familles des victimes de la fusillade. Il pensait à Lloyd Haney, un jeune malade manipulé au meurtre par des gens qui le considéraient comme jetable. Il pensait à Cassie, qui méritait mieux qu'une mère capable d'orchestrer des meurtres pour couvrir un vol. Brooke et Jane avaient déclenché cette guerre en décidant que des vies innocentes étaient des victimes acceptables. Maintenant, Herbert allait la terminer. Le jeu allait commencer, et un seul camp connaissait les règles. Chapitre 4. Tendre le piège. Le plan d'Herbert exigeait un timing précis et une chorégraphie minutieuse. Alors que Brooke croyait le manipuler, il orchestrait en réalité chaque mouvement tel un chef d'orchestre menant une symphonie de destruction. La première phase commença un lundi matin. Herbert arriva tôt au travail et convoqua une réunion d'urgence avec son contremaître, l'homme de Lewis, et son équipe principale. Ces hommes, qui travaillaient avec lui depuis des années, comprenaient que la loyauté était une affaire à double sens. « J'ai besoin de faire du travail au noir », leur dit Herbert en étalant des plans sur son bureau. Projet personnel, salaire en espèces, et ce qui se passe sur le chantier reste sur le site. Le projet consistait à rénover un entrepôt abandonné que Herbert avait discrètement acheté via une société écran 3 mois plus tôt. Situé dans une zone industrielle largement déserte la nuit tombée, le bâtiment serait le lieu idéal pour ce qu'il avait prévu. Pendant que son équipe préparait l'entrepôt, Herbert commença le délicat processus de transmission d'informations à ses cibles. Par l'intermédiaire de Marcus Webb, il s'assura que Jane English soit informée d'une partie de poker à enjeux élevés prévue le jeudi suivant, avec un buy-in suffisamment élevé pour attirer des joueurs sérieux et des sommes importantes. La partie était réelle, mais Herbert avait convaincu l'organisateur, Santos Clifford, de l'autoriser à l'organiser ailleurs. Santos devait une faveur à Herbert suite à un chantier qui avait sauvé son bar de la faillite, et il n'avait posé aucune question lorsqu'Herbert lui avait proposé un lieu plus sécurisé. Un meilleur éclairage, pas de patrouille de police, et je paierai les frais du dealer, avait expliqué Herbert. Santos avait accepté sans hésiter. Pendant ce temps, Herbert avait dissimulé des preuves qui attireraient Brooke au même endroit. Il avait laissé des documents soigneusement préparés dans son bureau à domicile, les plans d'un projet inexistant, des documents financiers révélant des actifs fictifs et des correspondances concernant un précieux contrat de construction susceptible d'être volé et vendu. La beauté du plan résidait dans le fait que les deux cibles se rendraient à l'entrepôt de leur plein gré, chacune croyant y être pour servir ses propres intérêts. Herbert avait également pris d'autres dispositions. Il avait organisé un week-end pour Cassie chez sa grand-mère, prévenant Brooke qu'il voulait lui faire une surprise en lui offrant une escapade romantique. Il avait vidé ses comptes bancaires légitimes, transférant les fonds vers des comptes auxquels Brooke n'avait pas accès. Plus important encore, il avait passé des heures à l'entrepôt, peaufinant chaque détail de ce qui allait s'y dérouler. L'espace avait été transformé en un club privé haut de gamme. Mobilier coûteux, éclairage professionnel, bar complet. Mais sous la surface, Herbert avait installé des équipements moins visibles. Insonorisation, porte blindée à serrures électroniques et équipements de surveillance enregistrant tout. Mercredi soir, tout était en place. Jane avait confirmé sa présence à la partie de poker, apportant l'argent qu'il avait volé à Herbert en gage. Brooke avait découvert les documents dissimulés et préparait sa propre infiltration dans l'entrepôt pour dérober ce qu'elle croyait être de précieux secrets d'affaires. Ni l'un ni l'autre ne savait qu'il tombait dans un piège. Alors qu'Herbert était allongé dans son lit ce soir-là, écoutant la respiration régulière de Brooke à côté de lui, il ressentit une satisfaction glaciale. Demain soir, justice serait rendue pour Lloyd Haney, pour les victimes de la fusillade et pour toutes les vies que ces deux-là avaient détruites dans leur quête d'argent. Mais avant cela, il avait une dernière affaire à régler. Jeudi matin, Herbert appela Wilson Burgess, le criminel qui avait recruté Lloyd Haney pour la fusillade du supermarché. Grâce aux informations fournies par Marcus Webb, Herbert organisa une rencontre sous prétexte d'embaucher Burgess. Ils se rencontrèrent dans une aire de repos en dehors de la ville, où Herbert se présenta comme un homme d'affaires aux prises avec un problème exigeant des solutions originales. « J'ai besoin de quelqu'un qui disparaisse », dit Herbert à Burgess en glissant une enveloppe remplie d'argent sur la table. « De façon permanente, quelqu'un qui pose trop de questions sur un ami commun nommé Lloyd Haney. » Burgess compta l'argent d'un œil avide.
Cet ami commun trouva un nom, Marcus Webb, détective privé. Il fouillait dans les affaires de Lloyd et s'approchait de choses qui auraient dû rester secrètes. Le mensonge vint facilement aux lèvres d'Herbert. Burgess ignorait que Marcus travaillait pour Herbert. Il ignorait que cette relation d'amitié mutuelle était une fiction. Tout ce qu'il voyait, c'était de l'argent facile pour éliminer une menace potentielle. Quand et où, demanda Burgess. Herbert donna une adresse. L'entrepôt où aurait lieu la partie de poker du lendemain soir. Il dit à Burgess que Marcus serait là, seul et vulnérable, pour surveiller les lieux. Une seule condition, ajouta Herbert, il faut que cela ressemble à un accident. Rien qui puisse remonter à qui que ce soit. Burgess hocha la tête, planifiant déjà son approche. Il ignorait qu'on le piégeait pour qu'il se rende au même endroit où Jane et Brooke exécuteraient leur propre plan. Alors qu'Herbert rentrait chez lui cet après-midi-là, il repensa mentalement à ses préparatifs une dernière fois. 3 cibles, chacune persuadée de poursuivre ses propres objectifs, chacune inconsciente de tomber dans un piège soigneusement orchestré. Demain soir, l'entrepôt accueillerait plus qu'une simple partie de poker. Ce serait le théâtre d'une confrontation qui se préparait depuis des mois. Herbert Durham avait toujours été un bâtisseur, un créateur de structures à l'épreuve du temps. Mais demain soir, il se montrerait tout aussi doué pour la destruction. Chapitre 5, Convergence. Le jeudi soir arriva avec une pluie fine qui semblait convenir au plan d'Herbert, tandis que l'obscurité tombait sur la zone industrielle. 3 groupes distincts se dirigèrent vers l'entrepôt abandonné, chacun se croyant seul dans sa mission. Jane English arriva le premier, vêtu d'un costume coûteux qu'il ne pouvait pas se permettre et portant une mallette contenant près de 200 000 $ d'argent volé. Il gara sa BMW de location derrière le bâtiment et entra par l'entrée principale où l'équipe de sécurité de Santos Clifford le dirigea vers la salle de poker. La partie avait déjà commencé lorsque Jane prit place. Herbert observait depuis le bureau de sécurité, observant grâce à des caméras cachées l'amant de sa femme s'efforçant d'afficher sa confiance en sirotant un whisky et en étudiant ses cartes. Jane était un joueur médiocre dont l'arrogance dépassait son talent. Exactement le genre de profil que les joueurs sérieux aimaient exploiter. 20 minutes plus tard, Brooke arriva. Elle se gara à 2 pâtés de maison et s'approcha de l'entrepôt par le sud, vêtue de noir et munie d'un sac d'outils pour cambrioler. Elle avait bien étudié la situation, ayant passé des jours à étudier la configuration du bâtiment et à identifier ce qu'elle pensait être le point d'entrée le plus vulnérable. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Herbert lui avait fourni ces informations, la guidant soigneusement vers l'itinéraire exact qu'il souhaitait. Brooke se glissa par un quai de chargement qu'Herbert avait laissé déverrouiller. Son objectif était le complexe de bureaux au 2e étage où, pensait-elle, Herbert conservait de précieux documents commerciaux. Elle avança dans les couloirs sombres avec assurance, ignorant que chaque pas était enregistré. Le 3e arrivé arriva à 9 heures précises. Wilson Burgess entra par une entrée latérale, un pistolet à la main, s'attendant à trouver Marcus Webb en train de le surveiller. Au lieu de cela, il se retrouva dans un dédale de couloirs qui semblait sans issue. De plus en plus frustré à mesure qu'il cherchait sa cible, Herbert les observait tous les 3 depuis son centre de commandement, un espace de bureaux aménagés qui lui donnait une vue d'ensemble de l'entrepôt. Tout se déroulait exactement comme prévu. La convergence commença lorsque la présence de Brooke déclencha un détecteur de mouvement qu'Herbert avait installé dans le complexe de bureaux. L'alerte apparut sur son écran au moment même où Jane perdait lourdement à la table de poker. Son argent volé disparaissait rapidement au profit de joueurs plus expérimentés. Herbert activa la phase suivante de son plan d'une simple pression sur un bouton. Les serrures électroniques se déclenchèrent dans tout le bâtiment, scellant toutes les issues. L'éclairage de secours s'activa, baignant tout d'une lueur rouge inquiétante. Et dans tout l'entrepôt, des haut-parleurs cachés commencèrent à diffuser un message préparé par Herbert. Mesdames et messieurs, vous participez désormais à une soirée de reddition de comptes. La partie de poker s'interrompit tandis que les joueurs regardaient autour d'eux, confus. Le visage de Jean devint blanc en reconnaissant la voix d'Herbert. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Herbert Durham. Ma femme et son amant sont tous 2 dans ce bâtiment ce soir, accompagnés d'un homme qui les a aidés à assassiner 3 innocents. Dans le complexe de bureaux, Brooke se figea en entendant la voix de son mari résonner dans les couloirs. Son esprit s'emballa, essayant de comprendre comment Herbert avait pu être au courant de ses plans. Wilson Burgess, quant à lui, avait trouvé le chemin du rez-de-chaussée de l'entrepôt et tentait de forcer une porte qui refusait de bouger. La réalité de sa situation commençait à lui apparaître. Jean English.
La voix d'Herbert continua. Tu perds actuellement l'argent que tu m'as volé lors d'une partie de poker dans les laits. La mallette à côté de ta chaise contient des preuves de ton vol, de ta liaison et de ton rôle dans l'orchestration d'une fusillade de masse. Jean commença à se lever, mais l'équipe de sécurité de Santos Clifford l'avait déjà encerclé. Ces hommes comprenaient que croiser Herbert Durham était mauvais pour les affaires. Brooke Durham, ma chère épouse, tu tentes de voler des documents dans le bureau du 2e étage. Malheureusement pour toi, ces documents sont des faux et tes moindres faits et gestes ont été enregistrés. Les mains de Brooke tremblaient lorsqu'elle essaya son téléphone, ne trouvant aucun signal. Herbert avait installé des brouilleurs dans tout le bâtiment. Et Wilson Burgess, l'homme qui a recruté un jeune homme malade pour commettre un meurtre. Tu tentes actuellement de t'échapper par le couloir sud. L'arme dans ta veste ne te sera d'aucune utilité. Les portes sont en acier renforcé et les fenêtres blindées. L'entrepôt se tue, à l'exception du bourdonnement des machines et du bruit lointain de la pluie sur le toit. Herbert laissa le silence s'éterniser, laissant la peur s'installer avant de poursuivre. Vous êtes tous venus ici ce soir en pensant avoir le contrôle, en croyant poursuivre vos propres intérêts. Mais en réalité, vous vous êtes porté volontaire pour participer à quelque chose de bien plus important, la justice. La voix d'Herbert changea, devenant plus froide et plus dangereuse. 3 innocents sont morts à cause de votre cupidité. Un jeune homme nommé Lloyd Haney a été manipulé pour commettre un meurtre. Puis abandonné à la mort. Ma fille a failli être victime de vos manigances. Et vous avez fait tout cela pour de l'argent. Grâce à ces caméras, Herbert pouvait lire la peur sur leur visage. Jane était entourée d'hommes qui suivraient les ordres d'Herbert sans poser de questions. Brooke était coincé dans un couloir sans issue. Wilson Burgess arpentait la pièce comme un animal en cage. Son désespoir grandissait à chaque instant. Alors maintenant, nous allons jouer à un autre genre de jeu, annonça Herbert. Un jeu où les enjeux sont bien plus importants que l'argent. L'entrepôt fut plongé dans l'obscurité lorsqu'Herbert coupa l'éclairage de secours. Lorsque les lumières revinrent un instant plus tard, tout avait changé. Jane se retrouva menottée à sa chaise. La partie de poker fut abandonnée lorsque Santos et ses hommes révélèrent leur véritable objectif. Brooke découvrit que le couloir où elle était coincée s'était rempli d'une fine brume. Pas dangereuse, mais désorientante et effrayante. Wilson Burgess n'était plus seul. L'équipe de construction d'Herbert était sortie de sa cachette, l'entourant de la compétence discrète d'hommes qui avaient bâti leur vie de leurs mains. Que les jeux commencent. La voix d'Herbert résonna dans l'entrepôt, portant une promesse de vengeance qui glaça le sang de ses cibles. Chapitre 6. Le jugement commence. Dans la salle de poker de l'L.A., Jane English se retrouva face à un tribunal auquel il ne s'attendait pas. Santos Clifford avait chassé les autres joueurs de la salle, ne laissant que le jury trié sur le volet par Herbert. Des hommes qui connaissaient Herbert depuis des années et comprenaient la profondeur de sa trahison. Vous avez tué la femme de mon ami, dit Lewis Mann, le contremaître d'Herbert, sa voix portant le poids de 20 ans de travail dans la construction. Sarah Mitchell, elle faisait les courses pour ses petits-enfants quand votre tireur a commencé à tirer. Le visage de Jean était devenu blême. Je ne savais pas que quelqu'un allait mourir. C'était censé être une diversion, juste quelques coups de feu tirés pour semer la panique. Mais des gens sont morts, ajouta Santos, les mains couvertes de cicatrices croisées sur la table. 3 personnes, plus l'enfant que vous avez utilisé comme arme. Cela vous rend responsable de 4 morts. Pendant ce temps, dans le complexe de bureaux du 2e étage, Brooke se retrouvait dans un autre genre de labyrinthe. Le liquide libéré par Mademoiselle Herbert n'était pas nocif, mais il portait un poids psychologique qui la pesait à chaque respiration. En parcourant les couloirs, elle commença à tomber sur des affichages préparés par Herbert, des photos des victimes de la fusillade, des copies de ses propres SMS expliquant le plan, et des relevés financiers montrant chaque dollar qu'elle avait volé. Tu prévoyais d'emmener Cassie avec toi au Mexique. La voix d'Herbert résonna dans des haut-parleurs cachés, semblant provenir de partout à la fois. Ma fille allait devenir complice de meurtre, car sa mère accordait plus de valeur à l'argent qu'à la vie humaine. Brooke perdit enfin son sang-froid. Herbert, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je récupère l'argent. On peut aller voir un thérapeute. Trop tard pour ça. Brooke, tu as franchi une ligne infranchissable en décidant que des innocents étaient des victimes acceptables. Au rez-de-chaussée de l'entrepôt principal, Wilson Burgess faisait face à une justice différente. L'équipe de construction d'Herbert avait formé un cercle autour de lui.
Leurs visages endurcis restaient impassibles tandis qu'Herbert détaillait les crimes de Burgess. Cet homme est spécialisé dans le recrutement de personnes désespérées pour commettre des crimes pour lui, annonça Herbert. Lloyd Haney n'était pas sa première victime, et il n'aurait pas été la dernière. Wilson Burgess transforme la misère humaine en profit. Burgess sortit son arme, mais se retrouva face à 6 hommes qui avaient passé leur carrière à travailler avec des équipements dangereux et qui n'étaient pas intimidés par un seul pistolet. « Je ne ferai pas ça », dit Denny Downey, l'associé d'Herbert, en s'avançant. « Nous sommes tous autorisés à porter de l'arme et avons tous des familles. Vos menaces ne font que faciliter les choses. » Au fil des 3 confrontations, Herbert a commencé à révéler l'ampleur de ses préparatifs. Chaque conversation, chaque mouvement, chaque appel désespéré était enregistré par des caméras haute définition. Mais il ne s'agissait pas seulement de créer des preuves. Il s'agissait de garantir que la vérité survivrait à toute éventualité. Vous vous demandez tout ce qui va suivre. La voix d'Herbert continua. Vais-je vous tuer, vous livrer à la police ou simplement vous laisser partir avec un avertissement? La réponse est aucune de ces 2 options. Dans la salle de poker, les menottes de Jean ont été retirées, mais sa liberté était une illusion. Les sorties de la salle sont restées verrouillées et les hommes de Santos ont clairement fait savoir qu'ils empêcheraient toute tentative d'évasion. Vous allez appeler votre contact à la Banque des îles Caïmans, a ordonné Herbert. Vous allez transférer chaque dollar d'argent volé sur mes comptes, puis vous allez signer une confession détaillant votre rôle dans la fusillade du supermarché. Et si je refuse? Le rire de Herbert était froid et sans humour. Ensuite, vous découvrirez ce qui arrive aux gens qui assassinent les enfants pour de l'argent. Les gens qui ont traumatisé les enfants. Tire, et votre manque de remords pour les gens qui sont morts. A tenu le téléphone. Herbert, je suis ta femme. Je suis la mère de Cassie. Tu as arrêté d'être ma femme quand tu as décidé d'assassiner des innocents. Et Cassie mérite mieux qu'une mère qui considère les autres comme jetables. Wilson Burgess, quant à lui, faisait face à la forme de justice la plus directe. L'équipage d'Herbert avait produit des durées de corde et l'aviez méthodiquement lié à une chaise. Leurs mouvements efficaces et professionnels. La mort. Chaque voie d'évacuation avait été scellée. Le réseau avait été complètement infiltré par l'enquête de Marcus Webb. Mais Herbert n'a pas fini. Le véritable test n'était pas encore à venir, et il déterminerait non seulement leur punition, mais si l'un d'eux avait conservé suffisamment d'humanité pour ressentir de véritables remords pour ce qu'ils avaient fait. L'entrepôt est devenu silencieux alors que Herbert se préparait pour la phase finale de son plan. Celui qui obligerait ses objectifs à affronter tout le poids de leurs crimes et à décider s'ils méritent la miséricorde qu'ils ont niée aux autres. Chapitre 7. Point de rupture. Le silence dans l'entrepôt s'est étendu jusqu'à ce qu'il devienne un être vivant, appuyant contre les murs et s'installant dans les os de tous ceux qui sont présents. Herbert avait retiré sa voix, permettant à ses 3 cibles de ragoudant. Leur peur est de contempler l'ampleur de leur situation. Dans la salle de poker, Jane English était assis entouré de preuves de ses crimes, regardant sa fortune volée disparue la transaction par transaction. Santos Clifford a exploité l'ordinateur portable avec une précision méthodique, transférant des fonds vers les comptes d'Herbert tandis que les mains de Jean restaient zippées derrière son dos. 237 000 $, a annoncé Santos. C'est ce que tu as volé d'un homme qui vous a suffisamment fait confiance pour vous laisser entrer dans sa maison. Le sang-froid de Jean s'était complètement craqué. La sueur battait sur son front alors qu'il regardait ses rêves de s'échapper s'évaporer. Vous ne comprenez pas, Brooke a déclaré que Herbert prévoyait de tirer la moitié de son équipage. Nous essayons de protéger le travail des gens. Le rire de Lewis Mann était dur et sans humour. Mon travail? Le travail que j'ai depuis 15 ans. Le travail qui nourrit ma famille et a mis mes enfants à l'université. Il se pencha près du visage de Jean. Vous avez tué la femme de mon ami pour voler de l'argent pour votre fonds d'évasion. Ne nous insultez pas avec des mensonges sur la protection de qui que ce soit. Pendant ce temps, Brooke avait été transférée dans une autre pièce, celle que Herbert avait préparée spécifiquement pour elle. Les murs étaient recouverts de photographies, d'images de scènes de crimes du tir du supermarché, de photos de famille des victimes et de photos de Lloyd Haney avant sa descente dans le désespoir. Regardez-les. La voix d'Herbert commandait à travers les haut-parleurs. Sarah Mitchell, 62 ans, grand-mère de 4. David Chin, 37 ans, père de twin filles. Rebecca Torres, 29 ans, enceinte de son premier enfant. Brooke ferma les yeux, mais la voix d'Herbert continua sans relâche.
Et Lloyd Haney, 23 ans, a diagnostiqué une dépression et une anxiété sévères, enterré sous la dette médicale du traitement du cancer de sa mère. La cible parfaite pour le programme de recrutement de votre petite amie. Lorsque Brooke a ouvert les yeux, elle s'est retrouvée face à un écran vidéo qui a commencé à jouer des images de sécurité d'un supermarché. Elle regarda les acheteurs s'enfuir dans la terreur, les gens tombaient sur le sol, tandis que les enfants criaient pour leurs parents. « Vous avez orchestré cela », a déclaré Herbert. Chaque cri, chaque goutte de sang, chaque famille détruite. Tout revient à votre décision que l'argent valait plus que la vie humaine. Sur le plancher principal de l'entrepôt, Wilson Burgess faisait face à un autre type de confrontation. Record, No History of Violence. The perfect victim for a predator like you. Burgess had stopped struggling against his bone, but his still held defiance. The kid volunteered. Nobody forced him to do anything. You paid his debt and promised him enough money to start over. Herbert's voice responded. Then you gave him a gun and instruction to shoot up a crowded supermarket. We panicked and the plan went wrong. You abandoned him to die. Herbert émergeait des ombres, apparaissant en personne pour la première fois depuis le début de la nuit. Apporté à des projets de construction. Dans la salle de poker, il a étudié l'effondrement de gens avec intérêt clinique. Vous n'êtes pas le premier homme à jeter sa vie pour une femme mariée, mais vous pourriez être le premier à commettre un meurtre pour un. Cela n'était pas censé se produire comme ça, appelez des gens. La fusillade était l'idée de Brooke. Elle a dit, vous aviez des polices d'assurance qui paieraient si vous mouriez. Elle voulait donner l'impression que vous étiez tué dans un crime aléatoire. L'expression de Herbert ne changeait pas, mais Santos et les autres hommes ont changé mal à l'aise. La réévaluation que Brooke avait planifiée Herbert, a ajouté un autre calé à un web déjà complexe. Herbert a trouvé sa femme dans un coin, confrontée à la réalité de ce qu'elle avait fait. Pour revoir leur famille parce que vous avez décidé que leur vie était moins importante que votre compte bancaire. Enfin, Herbert se tenait devant Wilson Burgess, étudiant l'homme qui a transformé le désespoir humain en profit. Burgess avait recruté des dizaines de personnes au fil des ans, les désespérés, le toxicomane, les malades mentaux et les utilisait comme armes jetables et crimes qui l'ont enrichi tout en les détruisant. Vous êtes un prédateur, dit simplement Herbert. Vous chassez les gens quand ils sont les plus faibles, quand ils n'ont pas d'autres options, et vous les transformez en armes. Lloyd Haney n'était pas votre première victime, et il n'aurait pas été votre dernier. Burgess a finalement montré une fissure dans son défi. Que voulez-vous? De l'argent? Je peux vous payer plus que tout ce qu'il vous paie. Je veux justice pour un enfant de 23 ans décédé parce que vous l'avez convaincu que le meurtre était son seul moyen de retirer de la dette. La voix d'Herbert a porté une finalité qui a rendu tout le monde dans l'entrepôt. Je veux la responsabilité de 3 innocents qui sont morts à cause de vos régimes. Et je veux m'assurer de ne jamais détruire une autre famille. Alors que Dawn s'approchait, Herbert s'est préparé à la phase finale de son plan. Il a recueilli des preuves, extrait les confessions et récupéré l'argent volé. Mais la justice nécessitait plus qu'une simple restitution. Il a exigé des conséquences qui garantiraient que ces crimes ne pourraient jamais être répétés. Les 3 objectifs ont été décomposés, leurs défenses se sont désactivées, leurs crimes ont été mis à nu. Maintenant est venu le moment où Herbert déciderait de leur sort et si Mercy avait une place dans la vraie justice. Chapitre 8, le verdict. Alors que la première lumière pâle de l'aube se glissait à travers les fenêtres de l'entrepôt, Herbert Durham se tenait au centre de sa cour de justice soigneusement construite. Autour de lui, les preuves de mois de planification se sont répandues sur les tables et les écrans. Des dossiers financiers, des communications, des photographies et des témoignages vidéo qui ont peint une image complète du complot, du vol et du meurtre. Jane English était assis effondré sur sa chaise. Le combat est sorti de lui. L'écran d'ordinateur portable a montré que ses comptes avaient été vidés. Chaque dollar volé est retourné au contrôle d'Herbert. Mais plus que de l'argent avait été pris, sa dignité, son espoir de s'échapper et ses illusions sur la femme qu'il avait trahi, tout pour. Elle allait vous tuer, dit Jean soudainement, sa voix des heures d'interrogatoire. Brooke ne voulait pas simplement de l'argent, elle voulait que vous ne puissiez pas revendiquer l'assurance et prendre Cassie quelque part que vous ne les trouveriez jamais. Herbert hocha la tête sans surprise. Je sais, je connais depuis des semaines. Dans la pièce adjacente, Brooke avait cessé de regarder les images de sécurité. Elle a chuchoté lorsqu'Herbert est entré.
Denny Downey et l'équipe de construction avaient passé des heures à détailler chaque victime que Burgess avait recrutée au fil des ans, chaque vie qu'il a détruite et a poursuivi un profit. 43 personnes, a annoncé Denny, lisant les fichiers d'enquête de Marcus Webb. 43 âmes désespérées que vous avez utilisées comme armes au cours des 8 dernières années. Toxicomanes, malades mentaux, personnes se noyant endettées. Vous transformez leur souffrance en vos revenus. Herbert a déménagé entre les 3 salles comme un juge qui examine les preuves avant la condamnation. Dans chaque espace, il a trouvé que des gens qui se sont convaincus de leur crime étaient justifiés, leurs victimes méritaient en quelque sorte la destruction. Le moment de la vérité est venu lorsqu'Herbert a rassemblé les 3 dans l'espace principal de l'entrepôt. Ils ont été réunis pour la première fois depuis le début de la nuit. Chacun voyant les autres dégradations et réalisant la portée des connaissances d'Herbert. Vous allez appeler la police, a annoncé Herbert. Tous les 3, vous allez avouer vos rôles dans le shopping des supermarchés, le vol et le complot pour commettre un meurtre. Jean leva les yeux avec un espoir désespéré. Et puis quoi? Nous allons en prison, mais nous vivons. Cela dépend si vous choisissez de faire la bonne chose pour la première fois dans votre vie misérable. Herbert a activé un grand écran qui dominait un mur de l'entrepôt. Il a montré une configuration téléphonique avec 3 lignes téléphoniques distinctes, chacune connectée à différentes agences d'application de la loi. Le FBI, la police d'État et les autorités locales se tenaient tous pour recevoir des confessions. Mais avant de passer ces appels, Herbert a poursuivi, je veux que vous compreniez quelque chose sur les conséquences. L'écran a changé pour montrer des images de surveillance de l'extérieur de l'entrepôt. 3 tombes ont été creusées dans la friche industrielle derrière le bâtiment, chacune marquée d'une simple croix en bois. Ces tombes ont mis mon équipage 6 heures à creuser. Ils sont exactement à 6 pieds de profondeur, correctement mesurés et fouillés professionnellement. Si vous choisissez de ne pas coopérer, si vous décidez de maintenir votre innocence ou essayer d'impliquer les autres, ces tombes seront utilisées. La température dans l'entrepôt semblait baisser 10 degrés. Le visage de Jean est devenu blanc. Brooke a commencé à sangloter et Wilson Burgess a testé ses liens avec un désespoir renouvelé. Tu bluffes, a déclaré Burgess, mais sa voix trembla. Vous n'êtes pas un tueur. Herbert se dirigea vers une table recouverte d'équipements de construction et ramassa un pistolet à ongles pneumatiques. L'outil était de qualité industrielle, suffisamment puissante pour entraîner des ongles de 4 pouces à travers des poutres en acier. Je ne suis pas un tueur, a accepté Herbert. Mais je suis un homme dont la famille était ciblée pour le meurtre, dont le travail de la vie a été volé, et dont la communauté a été terrorisée par des gens qui pensent que d'autres êtres humains sont jetables. Parfois, les hommes bons doivent faire des choses terribles pour protéger les innocents. Il a pointé le pistolet à clous sur une poutre en bois et a tiré. L'ongle a complètement traversé le bois de 6 pouces avec une fissure nette qui résonnait à travers l'entrepôt. Voici comment cela fonctionne, Herbert a continué. Vous obtenez chacun un appel téléphonique à avouer. Vous fournissez des détails complets sur vos crimes, nommez vos accomplis et acceptez l'entière responsabilité des décès que vous avez causés. En échange, vous pouvez vivre pour être jugé. Et si nous refusons, a demandé Brooke, sa voix à peine un murmure. Le sourire d'Herbert était froid et définitif. Ensuite, vous découvrirez que certains crimes sont trop graves pour que les tribunaux puissent gérer. Certaines sanctions doivent être immédiates et permanentes. Le pistolet à clous tira à nouveau, cette fois dans le sol en béton. Des chips de béton ont volé dans toutes les directions, laissant un cratère où l'ongle avait frappé. Qui veut aller en premier? Le silence qui a suivi était enceinte du poids des décisions finales. 3 personnes qui se sont considérées comme intelligentes, qui croyaient pouvoir manipuler et assassiner sans conséquence, ont maintenant fait face à la réalité que leurs victimes avaient été plus rusées que n'importe lequel d'entre eux ne l'imaginait. Herbert Durham avait construit plus qu'une entreprise de construction prospère. Il avait construit un piège qui avait pris des mois à terminer et était maintenant prêt à faire la fermeture. La seule question était de savoir si sa proie choisirait la confession et la prison ou le défi et les tombes qui attendaient dans l'obscurité à l'extérieur. Chapitre 9. Justice asservie. Le premier appel est venu de Jane English, ses mains tremblant en composant le bureau de terrain du FBI. Herbert lui avait fourni un nombre direct pour l'agent Richard Stevens, qui avait enquêté sur les délits financiers dans une région et était très intéressé à entendre parler des fonds de construction volés et des complots de meurtre. Je m'appelle Jean English, il a commencé sa voix craquant. Je dois avouer que le complot en vue de commettre un meurtre, le vol de fonds fédéraux est l'accessoire à la mort de 4 personnes.
L'agent Stevens était professionnel mais clairement surpris par la confession non sollicitée. Alors que Jean a détaillé le complot de tir du supermarché, le vol des fonds commerciaux d'Herbert et le recrutement de Wilson Burgess de Lloyd Haney, Herbert a surveillé l'appel tout en regardant sa femme et Burgess traiter leurs options diminuant rapidement. Brooke est allé ensuite, appelant le détective de la police d'État, qui avait enquêté sur la fusillade du supermarché. Le détective Wesley Schultz avait été frustré par le manque de pistes dans l'affaire. Et la confession de Brooke a fourni la percée qu'il avait cherchée. J'ai prévu une fusillade pour couvrir mon vol de l'argent de mon mari, a-t-elle déclaré, chaque mot semblant la douleur physiquement. Nous avons recruté un jeune homme mentalement malade pour commettre les meurtres, puis l'avons abandonné pour mourir lorsque le plan s'est mal passé. Alors qu'elle fournissait des détails sur les comptes offshore, les faux documents et la chronologie du complot, Herbert a senti une satisfaction au froid s'installer sur lui. La justice était rendue, mais pas dans la façon dont ses objectifs s'y attendaient. Wilson Burgess a tenu le plus longtemps, son expérience criminelle le rendant méfiant pour des offres faciles. Mais quand Herbert a commencé à nettoyer le pistolet à ongles avec une lenteur délibérée, la détermination de Burgess a finalement craqué. Son appel est allé au groupe de travail sur le crime organisé où le détective Jeffrey Alvarez avait suivi les activités de Burgess depuis des années. Sans suffisamment de preuves pour faire coller les accusations. La confession était comme le matin de Noël pour les forces de l'ordre. Je recrute des personnes vulnérables pour commettre des crimes depuis 8 ans, a admis Burgess. Lloyd Haney n'était que le dernier. J'ai payé ses dettes et je l'ai convaincu de tirer sur le supermarché comme distraction pour une opération de vol. Alors que les 3 confessions ont été enregistrées et transmises aux autorités, Herbert a révélé la phase finale de son plan. L'entrepôt n'avait pas seulement été un lieu pour extraire la justice. Il avait été conçu comme un établissement de preuves complet. Chaque conversation que vous avez eue ici ce soir a été enregistrée, a annoncé Herbert. Chaque confession, chaque admission de culpabilité, chaque détail de vos crimes, mais plus important encore, chaque élément de preuve que j'ai recueilli au cours des 3 derniers mois a été transmis simultanément aux organismes d'application de la loi. L'écran affiche un réseau d'informations complexe. Dossier financier montrant le sentier de l'argent volé, les communications entre les conspirateurs, les images de surveillance avant et après la fusillade et les profils complets de chaque victime qu'ils ont créés. Marcus Webb coordonne avec les enquêteurs fédéraux depuis des semaines, a poursuivi Herbert. Vos arrestations ont été inévitables. Ce soir, il suffit de déterminer si vous étiez pris en vie ou trouvé dans ces tombes à l'extérieur. Les yeux de Jean s'écarquillèrent avec réalisation. Vous n'avez jamais eu l'intention de nous tuer. Mal. J'avais bien l'intention de vous tuer si vous aviez choisi de maintenir votre innocence. Si vous aviez continué à traiter vos victimes comme jetables, j'aurais rendu la faveur. La voix d'Herbert apportait une conviction absolue. Mais vous avez fait le bon choix. Vous avez choisi de faire face à la justice au lieu de le défier. Alors que Dawn avait entièrement brisé sur le quartier industriel, le son des sirènes a approché l'entrepôt. Jane English a été déposée par des agents fédéraux pour les délits financiers et les accusations de complot. Activer une série de charges explosives placées dans tout l'entrepôt. C'est produit pendant ces heures sombres. L'histoire officielle serait simple. Une astuce anonyme avait conduit à l'arrestation de 3 co-conspirateurs dans le tournage du supermarché. Leurs confessions ont fourni une clôture complète pour l'affaire, la justice pour les familles de la victime et répond que les forces de l'ordre recherchaient depuis des mois. 3 semaines plus tard, Herbert s'est assis dans le bureau de son avocat en examinant les détails finaux de son divorce pour Brooke. Elle plaiderait coupable à toutes les accusations et passerait le reste de sa vie en prison. Jane English a fait face à 25 ans pour son rôle dans le complot. Wilson Burgess ne reverrait plus jamais la liberté. Et Cassie ? A demandé son avocat. L'expression d'Herbert s'adoucit légèrement. Sa fille restait avec sa grand-mère alors qu'il s'arrangeait pour la garde permanente. On lui avait dit que sa mère avait fait des choix terribles et serait absent pendant très longtemps. Elle sera protégée, dit Herbert simplement. De tout cela, l'argent volé avait été récupéré et retourné sur les comptes d'Herbert. Son entreprise de construction était plus forte que jamais avec de nouveaux contrats qui se sont étendus sur les preuves de sa famille et la justice qui avait été servie. Mais surtout, Herbert avait envoyé un message qui écho à la communauté criminelle pour les années à venir. Certaines personnes ne pouvaient pas être manipulées, certaines familles ne pouvaient pas être menacées et certains crimes ont exigé des conséquences que les tribunaux ne pouvaient pas fournir. Alors que Herbert rentrait chez lui pour récupérer sa fille dans la maison de sa grand-mère, il passa le terrain vide où l'entrepôt s'était tenu, il ne restait plus que du terrain,
prêt pour une nouvelle construction. Il a démoli la structure qui abritait sa vengeance, mais le fondement de la justice qu'il a construit durerait pour toujours. Lloyd Haney et les autres victimes avaient été vendues. Les prédateurs qui ont détruit une vie innocente étaient en cage, et Herbert Durham avait prouvé que parfois la seule façon d'arrêter le mal était de devenir plus impitoyable que le mal lui-même. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Cassie. « Papa, quand viens-tu me chercher ? Grand-mère a fait des biscuits. » Herbert sourit, le premier véritable sourire qu'il avait réussi depuis des mois. La justice avait été rendue. Les coupables avaient été punis. Et maintenant, il pouvait se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Protéger les innocents et construire un futur digne de l'amour de sa fille. Le match était terminé et le côté droit avait gagné. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.